Une dashcam filme tout. Une femme mariée, un chauffeur de taxi. Et le lendemain matin, toute la ville connaît ses gémissements. Haute définition, avec le son, partagé comme un trophée. Pendant que Gabrielle attendait sa femme jusqu'à 4 heures du matin, elle suppliait un inconnu dans une voiture. Encore, emmène-moi au paradis. Le lendemain, son meilleur ami lui montre la vidéo, sa propre femme, sur tous les téléphones du garage, la risée de tous. Ce soir, vous découvrirez comment 15 minutes d'égarement alcoolisé ont détruit 20 ans de mariage, brisé 2 enfants et transformé un homme brisé en exilé dans le Grand Nord glacé. Une trahison capturée pixel par pixel, diffusée, moquée, ineffaçable. Vous êtes sur la chaîne Histoire d'infidélité, où nous exposons les trahisons les plus choquantes, celles qui hantent à jamais. Dans les commentaires, écrivez-nous de quelle ville vous nous regardez et quel temps il fait dans votre rue. Partagez votre réalité pendant que nous plongeons dans ce cauchemar numérique. Attachez vos ceintures, cette histoire va vous glacer le sang. Et vous ne regarderez plus jamais une dashcam de la même façon. La fin décembre portait en elle un silence glacial particulier. Pas celui des nuits claires de gel, quand les étoiles semblent teintées dans le ciel. Non, c'était un silence lourd, ouaté, oppressant, enveloppant les immeubles de 5 étages du quartier résidentiel, ensevelis sous une neige grise déjà fondue puis regelée. Aux fenêtres brillait une lumière jaune fatiguée, et derrière les rideaux épais résonnait le bourdonnement régulier des téléviseurs. Le monde se préparait à accueillir la nouvelle année, mais ici, dans cette rue oubliée, la fête semblait quelque chose de lointain, presque irréel. Dans l'un de ses appartements au 5e étage, dans un salon qui sentait la tarte aux pommes et les vieux meubles, Gabriel était assis, immobile comme une statue de sel. Il avait 45 ans, un âge où l'on connaît déjà exactement le prix des choses, où l'habitude devient synonyme de bonheur, et où toute sortie des sentiers battus menace de fissurer les fondations mêmes de la vie. Il ne dormait pas, il attendait. L'horloge de la cuisine, avec son cadran en forme de tournesol qu'Emma aimait tant, sonna d'abord 1 heure, puis 2. Chaque coup résonnait dans ses tempes comme un marteau frappant l'enclume. Les enfants, ces 2 garçons de 10 et 12 ans, dormaient paisiblement chez leur grand-mère. Vacances d'hiver. Ils voulaient faire de la luge hors de la ville, et lui, pour leur faire plaisir, et à lui aussi d'ailleurs, les y avait emmenés pour tout le week-end. Emma avait alors fait un geste de la main, ce geste désinvolte qui maintenant lui glaçait le sang. « Parfait. J'ai justement l'enterrement de vie de jeune fille de Clara. Elle se marie. On va fêter ça jusqu'au matin probablement. » Il hocha la tête, trop facilement, trop naïvement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ces mots lui brûlaient maintenant la gorge, comme de l'acide. L'amie d'Emma, Clara, se mariait pour la 3e fois, et ses enterrements de vie de jeune fille étaient devenus une sorte de tradition locale. Gabriel en était même content à ce moment-là. Quel imbécile. Le silence dans la maison. Il pourrait regarder le hockey, s'allonger sur le canapé. Quelle farce pathétique. Il l'avait enlacé en 10 de revoir, sentant le parfum léger et familier de son eau de toilette. Quelque chose de fleuri et de sucré qui lui donnait maintenant la nausée. « Mais n'abuse pas des cocktails, dit-il sur le ton de la plaisanterie, avec ce sourire d'idiot satisfait. Tu te souviens, la dernière fois, j'ai dû te réhydrater avec du bouillon de poulet ?» Elle éclata d'un rire cristallin, ce rire qui autrefois faisait battre son cœur plus vite. « Ne t'inquiète pas, chérie, je serai sage. » Ce rire résonna longtemps dans ses oreilles après que la porte se fut refermée. Mais à présent, ce même rire semblait coincé quelque part dans sa gorge, transformé en une boule de plomb. Sage. Le mot tournait dans sa tête comme une lame. Il était 3 heures du matin. Le silence dans l'appartement était devenu strident, hostile, presque vivant. Il se leva brusquement, renversant presque le verre d'eau posé sur la table, et fit quelques pas dans la pièce. Les jouets de ses fils éparpillés dans un coin, le cahier d'exercices de mathématiques sur la table, leur photo de mariage avec Emma, vieille de 20 ans, où ils riaient tous les deux comme des enfants, sans se douter qu'après 2 décennies, ils seraient assis seuls dans la nuit, les mains tremblantes, écoutant l'ascenseur grincer dans la cage d'escalier et priant pour que ce soit elle. Il s'approcha de la fenêtre d'un pas mal assuré, écarta le rideau d'un geste brusque.
La cour se noyait dans une obscurité noire bleutée, menaçante. Seul un lampadaire clignotait faiblement, luttant contre les ténèbres impénétrables. Pas âme qui vive. Gabriel soupira, et la buée de son souffle se répandit sur la vitre froide en une tache trouble. « Où es-tu, bon sang ?» murmura-t-il entre ses dents serrées. Le téléphone restait muet. Il avait appelé 5 fois, puis 10, puis 15, d'abord calmement, puis avec une irritation croissante qui lui nouait les entrailles, et finalement avec une terreur glacée, viscérale, qui lui broyait le cœur. L'abonné est temporairement indisponible. Cette voix mécanique, neutre, impersonnelle. Chaque fois qu'il l'entendait, c'était comme un coup de poing dans le ventre. Cela pouvait signifier n'importe quoi. La batterie était morte. Elle était dans le métro. Elle était... Non. Il repoussa violemment les pensées les plus terribles, les remplaçant par des explications rationnelles qui sonnaient faux, même à ses propres oreilles. Peut-être avait-elle passé la nuit chez Clara? Mais alors pourquoi ne pas prévenir? Emma n'avait jamais été aussi irresponsable. Ou plutôt, elle ne l'avait pas été ces 15 dernières années, depuis la naissance de leur premier fils. Gabriel retourna dans le fauteuil, s'effondrant plus qu'il ne s'asseyait. À la télévision passait un vieux film d'action avec d'interminables courses-poursuites, des explosions, des cris. Mais il ne voyait ni n'entendait rien. Il voyait son visage à elle, fatigué, souvent soucieux, mais toujours doux. Emma, son M. C'est ainsi qu'il l'appelait autrefois dans les premières années, quand la passion était une flamme indomptable qui les consumait tous les deux. Puis la flamme s'était calmée, se transformant en un feu régulier dans la cheminée, chaleureux, prévisible, donnant la vie. Du moins, le croyait-il. Ils avaient construit cette maison, ce quotidien, élevé leurs enfants ensemble. La passion. Elle était restée quelque part là-bas, loin dans les souvenirs de jeunesse, enterrée sous les factures, les réunions de parents d'élèves, les week-ends passés à bricoler. Et cela lui semblait naturel, juste, évident. N'était-ce pas là l'essence même de la famille? Dans la fiabilité, dans la prévisibilité, dans le fait de savoir en se réveillant le matin que ton monde était à sa place. Mais à présent, son monde s'était fissuré avec un craquement sourd, et cette fissure béait du vide glacé de 3 heures du matin. À ce même moment, au centre-ville, dans un bar au nom prétentieux, le Garage, où les murs étaient habillés de tôle rouillée et où de vrais pots d'échappement pendaient du plafond comme des trophées macabres, régnait un autre monde, déchaîné, insouciant, électrique. Le fracas des basses décollait du sol et frappait directement la cage thoracique, faisant vibrer chaque organe. Les stroboscopes clignotants arrachaient à l'obscurité des visages de travers, hagards, des bras qui s'agitaient frénétiquement, l'éclat aveuglant des strass sur les robes. L'air était épais comme du sirop, suffocant, mélange toxique de parfums entêtants, de sueur et d'alcool bon marché. Emma, abandonnée à ce tourbillon sauvage, ne sentait déjà plus la fatigue, ni la culpabilité, ni rien d'autre que cette ivresse libératrice. Elle avait 38 ans, et l'espace d'un instant vertigineux, en se regardant dans le miroir sale des toilettes, elle ne reconnut pas la femme qui la fixait avec ses yeux brillants, fiévreux. C'était un autre visage, libéré, audacieux, presque sauvage, avec des lèvres rouges écarlates et des ombres sombres sur les paupières. Elle portait une robe noire courte, scandaleusement courte, moulant chaque courbe de son corps comme une seconde peau, qu'elle avait achetée spécialement pour cette soirée en cachette de Gabriel. Elle lui semblait être un billet pour une autre vie, cette vie interdite, où il n'y avait pas de factures interminables de l'école, de conversations mortellement ennuyeuses sur les rénovations de la salle de bain, de dîners silencieux devant la télévision, où il n'avait plus rien à se dire. Cette vie où elle n'était ni la femme de Gabriel, ni la mère épuisée de 2 garçons, mais simplement Emma, une femme désirable, vivante, libre. L'enterrement de vie de jeune fille de Clara s'était transformé en un flot incontrôlable, décadent, de cocktails aux noms accrocheurs. Cuba, pêché dans un verre, dernière tentation. Chaque verre apportait une nouvelle dose de rire hystérique, de légèreté vertigineuse, de sensation de vol plané au-dessus de sa vie terne. Elle dansait, la tête renversée en arrière, les yeux fermés, sentant ses talons aiguilles s'enfoncer dans le plancher de bois et la musique la transpercer de part en part, la traverser comme une décharge électrique. Elle était vivante. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante.
Les hommes la regardaient. Ce regard, évaluateur, intéressé, était la drogue qui lui manquait tant. À la maison, on la regardait autrement, avec amour, avec habitude, avec fatigue. Ici, dans sa direction, volaient des étincelles d'intérêt purement animal, et elle les attrapait comme un papillon de nuit attiré par la lumière d'un réverbère. Tout commença à se brouiller après minuit. Les visages de ses amis se transformèrent en taches joyeuses. Les mots perdirent leur sens. Il ne resta que le grondement, le rythme, et une agréable chaleur quelque part à l'intérieur. Quand le bar commença à fermer, la panique s'empara d'elle. Fin du conte de fées. Il était temps de redevenir Cendrillon. Mais le carrosse ne semblait plus si attrayant. Clara, la mariée, ne tenait déjà plus debout. Son nouveau fiancé vint la chercher. Les autres se dispersèrent chacune de son côté. Emma, titubante, sortit à l'air glacial. Le froid brutal brûla sa peau, mais n'apporta aucune sobriété. Le monde tanguait comme sur des vagues. Elle se tenait à l'entrée, s'appuyant contre le mur gelé, serrant son sac dans une main, une bouteille de champagne dans l'autre. Ses jambes dans de fins collants noirs gelaient instantanément. Il fallait héler un taxi. Les voitures étaient rares. Plusieurs s'arrêtèrent, mais en voyant son état, les chauffeurs soit demandaient des sommes astronomiques, soit repartaient tout simplement. Le désespoir et la bravade alcoolisée se mélangèrent en elle en un cocktail toxique. Finalement, une voiture banale avec une lumière jaune sur le toit se rangea doucement le long du trottoir. Emma ouvrit sans regarder la portière arrière et s'effondra littéralement sur le siège. L'odeur dans l'habitacle était particulière. Un désodorisant senteur pin mélangé à l'odeur de cigarettes et de vieux revêtements. « Adresse ?» résonna une voix basse et calme depuis la cloison de séparation. Emma articula avec difficulté le nom de la rue et le numéro de la maison, les mots s'entrechoquant. La voiture démarra. Dans la pénombre de l'habitacle, éclairée seulement par le néon du tableau de bord et les rares réverbères par la fenêtre, elle distingua le chauffeur dans le rétroviseur. Cheveux courts, mâchoire carrée, larges épaules sous une veste sombre. Il conduisait habilement, en silence, et ce silence, cette concentration sur la route, la piquèrent soudain au vif. Il ne l'avait même pas vraiment regardée, comme si elle était un objet. Dans son délire ivre, cela lui parut être une insulte personnelle. Les lumières de la ville défilèrent derrière la vitre, entraînées floues. La nausée de l'alcool et du mouvement se mêla à la rancœur contre le monde entier, contre Gabrielle, contre sa calme assurance, contre cette vie ennuyeuse et prévisible, contre elle-même. Et là, quelque chose bascula en elle. Un désir aigu, audacieux, dangereux de transgresser toutes les règles, toute prévisibilité, d'un coup. Et beau gosse, sa voix résonna rauque et anormalement forte dans le silence de l'habitacle. Le chauffeur tourna légèrement la tête. Un regard croisa le sien dans le miroir, méfiant, sans intérêt. « Emmène-moi, pas à la maison, emmène-moi au paradis. » Elle goussa, et ce son lui répugna à elle-même. Mais elle ne pouvait plus s'arrêter. L'alcool l'avait privée de tout frein. « Aide-moi à me détendre. Je suis toute tendue. Réchauffe-moi. » Elle se pencha en avant, enlaçant de ses bras les appuis-têtes de son siège. Son souffle, condensé par les vapeurs d'alcool, lui brûla l'oreille. Il se raidit brusquement. « Mademoiselle, calmez-vous, on arrive bientôt. » Mais sa protestation ne fit qu'alimenter la folie qui brûlait en elle. Ses mains, maladroites et insistantes, s'infiltrèrent par l'interstice. Sa paume glissa sur sa joue, puis sur son cou, cherchant le col de sa chemise. Ses doigts butèrent sur les boutons. « Allez, ne fais pas le difficile, » marmonnait-elle, luttant avec les petites attaches. Un bouton se défit, puis un deuxième, et sa peau sous ses doigts était brûlante. Maxime, c'était le nom du chauffeur, tourna brusquement hors de la route principale, s'enfonça dans le labyrinthe de cours sombres. La voiture tressauta sur un nid de poule, et Emma fut rejetée en arrière, poussant un petit cri qui ressemblait davantage à un rire. Il trouva un coin isolé, envahi d'arbres nus et squelettiques, où la lumière du réverbère n'atteignait pas le sol. Il coupa le moteur. Dans l'habitacle régna un silence, troublé seulement par sa respiration lourde et le léger sifflement du chauffage. Il se retourna.
Son visage dans la pénombre était illisible, ni colère, ni désir, juste une sorte de détermination d'un homme qui en a assez de lutter contre les circonstances. C'était un homme solidement bâti d'environ 35 ans, avec des mains habituées au volant et, peut-être, à autre chose. « Alors, princesse, tu as obtenu ce que tu voulais ?» Sa voix résonna doucement, mais on y sentait un fil d'acier. En réponse, elle ne fit que tendre les bras vers lui. Ce qui suivit fut dénué de toute trace de romantisme ou de passion. Ce fut brutal, bestialement rapide et primitif. Il sortit, ouvrit la portière arrière. L'air froid s'engouffra dans l'habitacle, mais elle ne le sentait déjà plus. La robe, cette fameuse robe noire courte, glissa sur le tapis sale de l'habitacle. Il retira sa veste, et dans l'espace confiné de la banquette arrière, sous le regard indifférent des vitres derrière lesquelles bruissaient des bissons gelés, se produisit ce que Gabriel n'aurait même pas pu imaginer dans son pire cauchemar. Emma était au-dessus. Ses cheveux tombaient sur son visage. Elle gémissait. Mais ces gémissements n'étaient pas de plaisir, mais d'une sorte de libération animale, de rejet de ses chaînes. Sa tête bourdonnait, et la seule pensée claire qui traversa son esprit comme un éclair fut « Voilà, c'est ça, ce dont on ne pouvait que rêver toutes ces années. La liberté, l'interdit, comme dans les films. » Et au-dessus d'eux, sur le pare-brise, brillait comme un œil froid et implacable un point rouge, la dashcam. L'appareil que Maxime avait acheté pour se protéger des passagers malhonnêtes et des chauffards sur la route. Il filmait en haute définition, et à ce moment précis, son objectif grand angle enregistrait tout. Son visage renversé aux yeux fermés, ses épaules nues, sa large main à lui enfoncée dans sa cuisse, finement, clairement, avec précision, impitoyablement, de l'intérieur comme de l'extérieur. La cour sombre, les silhouettes des arbres, la solitude absolue. Un témoin silencieux qui conservait la mémoire dans des fichiers numériques. Tout se termina aussi vite que cela avait commencé. Maxime se retira le premier, exhalant un soupir de soulagement. Il se rajusta rapidement. Emma, reprenant ses esprits, ressentit soudain une honte glaciale et une terreur qui la transpercèrent. En silence, de mains tremblantes, elle enfila sa robe, n'arrivant pas à trouver les manches. Il l'observait. Son visage n'exprimait désormais qu'une indifférence méprisante. Il démarra la voiture, sortant de la cour pour retourner dans la rue. Le reste du trajet se déroula dans le silence. Quand il s'arrêta devant son immeuble, ce même bâtiment de 5 étages où Gabriel se torturait d'attente, il ne se retourna même pas. Emma, trébuchant, sortit de la voiture. « Appelle-moi si t'as encore besoin d'une course », lança-t-il dans son dos, et dans sa voix résonna un ricanement ouvertement cynique. La portière claqua, et le taxi se dissolut dans la nuit. Emma resta debout sur l'asphalte gelé, avalant l'air glacial, tentant de mettre de l'ordre dans ses pensées. La honte la brûlait de l'intérieur, mais quelque part profondément sous ses cendres couvait encore cette braise de plaisir interdit, un éclair de vraie vie. Elle resserra son manteau sur elle, remonta ses collants défaits et, chancelante, se traîna vers l'entrée. Gabriel entendit le cliquetis des clés dans la serrure à 3h30. Son cœur, au lieu de se figer de soulagement, se comprima en une boule de colère glacée. Il ne bougea pas. La porte s'ouvrit, grinça, claqua. Dans l'entrée retentirent des bruits de pas traînants, une respiration lourde. Puis, dans l'embrasure de la porte du salon apparut sa silhouette. Elle était ravagée. C'était le mot le plus exact. La coiffure qu'elle avait si soigneusement faite dans la soirée s'était transformée en nid d'oiseau. Le mascara avait coulé sous ses yeux en cernes noires. Ses collants avaient un trou au genou, et la robe noire elle-même, qu'il n'avait jamais vue auparavant, était froissée sur le côté. Elle sentait le froid, la fumée de cigarette, l'alcool et quelque chose d'autre, étranger, âcre, une eau de Cologne masculine. Elle le vit, assis dans le fauteuil dans l'obscurité, et se figea. Elle tenta d'afficher un visage désinvolte, mais n'obtint qu'une grimace pathétique. « Gabi, tu ne dors pas ?» Sa voix était rauque, coupable. Il ne répondit pas, se contentant de la regarder. Ce regard entre la question et la réponse déjà connue était plus terrible que n'importe quelle crise d'hystérie.
Emma baissa les yeux, commença à retirer son manteau. Ses mouvements étaient maladroits, ralentis. « Où étais-tu » Sa voix résonna doucement, mais dans ce silence, elle explosa comme un coup de feu. Elle sursauta. « Gabi, pardon. »« Tu sais, Clara, elle se marie. Enterrement de vie de jeune fille. On s'est un peu emballé. » Elle fit un geste de la main, tentant de sourire, mais le sourire sortit tordu et effrayant. « Ce n'est pas tous les jours. » Jusqu'à 4 heures du matin, la coupa-t-il. Sa voix restait égale, trop égale. « J'ai appelé, tu n'as pas décroché. »« La batterie, balbutia-t-elle, évitant son regard. Elle était morte, je crois, ou dans le bar on n'entendait rien. C'était tellement bruyant. » Elle passa à la cuisine. Il l'entendit se verser de l'eau. Gabriel ne bougea pas. Il voyait sa démarche, chancelante, incertaine. Il la vit en passant accrocher le coin de la table et manquait de tomber. Tout son aspect criait qu'elle n'avait pas simplement fait la fête. En lui bouillonnait une fureur noire, épaisse. Il voulait bondir, la saisir par les épaules, la secouer, crier, exiger la vérité, mais quelque chose le retint. Une sorte de pressentiment intérieur que cette vérité serait plus terrible que n'importe quel fantasme. Et il en avait peur, peur de l'entendre. Il se leva du fauteuil. « Va te coucher, c'est tout. » Il dit cela en passant près d'elle dans la cuisine, sans même la regarder. Son dos, droit et inflexible, était comme un mur. Il partit dans la chambre et ferma la porte. Pas à clé, juste fermée. Ce déclic de la poignée résonna pour Emma plus fort que n'importe quel scandale. Elle resta debout au milieu de la cuisine, écoutant les battements de son cœur. La honte déferla en une nouvelle vague, mélangée maintenant à une peur animale. Elle se précipita, courut presque dans la salle de bain, ouvrit l'eau. Le jet brûlant de la douche lui brûla la peau, mais ne lava pas la sensation de saleté. Elle resta sous l'eau, le visage couvert de ses mains, et son corps soudain fut secoué d'un tremblement convulsif. Et puis, à travers cette vapeur et cette honte, jaillit cette braise qui couvait encore. Dans sa mémoire remontèrent des images fragmentées. L'habitacle sombre, des mains fortes étrangères, la brutalité qui lui avait semblé être de la passion, son propre abandon, sauvage, incontrôlé. Et une pensée claire et nette, malgré la gueule de bois et la terreur. J'ai vraiment pris du plaisir. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Elle se sécha rapidement, enfila un vieux peignoir et se faufila sur la pointe des pieds dans la chambre. Gabriel était allongé au bord du lit, tourné vers le mur. Elle se coucha de l'autre côté. Entre eux béait un abîme entier de draps froids. Elle n'osa pas le toucher. Elle restait allongée, fixant le plafond, écoutant sa respiration régulière, trop régulière. Il ne dormait pas, elle le savait. Ils restaient tous deux allongés dans l'obscurité, séparés par un mur invisible, mais désormais infranchissable. Le matin au garage de taxi. Le dépôt accueillit Maxime avec une odeur d'essence, d'huile de moteur et de thé fort dans un thermos. Il se sentait victorieux. L'incident nocturne n'avait suscité en lui ni remords de conscience, ni même d'émotion particulière. Juste un autre épisode dans la série de journées de travail monotones. La femme était consentante, elle ne résistait pas. Tout était honnête. Plus encore, dans son monde, le monde des routiers et des chauffeurs de taxi, de telles histoires étaient comme des trophées de chasse. On avait l'habitude de s'en vanter. Le garage était un immense local semi-obscur où stationnaient plusieurs voitures en réparation. Dans un coin, près d'un banc délabré et d'un fût métallique servant de poêle qui fumait de la sciure, s'était déjà rassemblée la bande habituelle. Des chauffeurs comme lui, attendant leur shift ou simplement venus se réchauffer. Des mégots fumaient, dans l'air flottait une conversation épaisse, parsemée de jurons et de rires. Maxime, une tasse de thé à la main, se joignit à eux. La conversation tournait autour de l'argent, des patrons, des accidents de la route. J'ai eu une passagère hier soir. Pas très fort, mais assez pour que tout s'entende, commença Maxime. Les coins de ses lèvres remontèrent en un sourire suffisant. Une bombe, la nana, sortait d'un enterrement de vie de jeune fille, complètement bourrée. On l'entoura immédiatement, s'intéressant aux détails. Maxime, se sentant comme un héros, raconta tout en détail.
comment elle s'était jetée sur lui, comment il avait eu pitié et s'était garé dans une cour. Il racontait avec cynisme, avec des détails obscènes. La femme d'un type, probablement. Il devait l'attendre à la maison, ricana-t-il en conclusion. Elle se lâchait à fond, complètement. N'importe quoi, tu mens, lança quelqu'un, incrédule. Ah non, justement, répliqua Maxime avec défi en sortant son téléphone de sa poche. Il avait préalablement transféré la vidéo de la dashcam sur son téléphone. Il tapota l'écran du doigt, trouva l'enregistrement recherché. « Regardez, mais ne soyez pas jaloux. » Il appuya sur lecture. Le petit écran du téléphone s'anima. Dans la pénombre de l'habitacle, on voyait distinctement tout. La femme sur la banquette arrière, son visage déformé par la passion, son corps. Des gémissements, une respiration lourde, son cri « Encore !» et son propre rire étouffé à lui avec le commentaire « T'es une vraie bombe, ma parole !» Dans le groupe de chauffeurs s'élevèrent des exclamations approbatives, des ricanements, des blagues obscènes. Tous se poussaient du coude, se penchant vers l'écran. Tous, sauf un. Louis, surnommé Lou, se tenait légèrement à l'écart, appuyé contre l'aile d'une vieille Hyundai. Il approchait de la cinquantaine, son visage buriné, ridé, avec des yeux bons et fatigués. C'était un vieil ami de Gabriel. Ils avaient fait leur service militaire ensemble. Ensuite, Louis les avait aidés à rénover cet appartement au 5e étage. Il connaissait Emma depuis l'époque où elle était une jeune fille mince et timide. Il était allé chez eux, avait bu du thé, joué avec leur garçon. Quand il entendit le récit de Maxime, il sentit un pincement au creux de l'estomac. Et quand le visage apparut sur l'écran, il le reconnut instantanément, malgré la grimace, malgré le mascara étalé. C'était son visage. Emma, la femme de Gabriel, son amie. Les mains de Louis devinrent glacées, et ses yeux s'assombrirent. Il se détourna, prit une gorgée de thé amer dans sa tasse en fer-blanc, mais celui-ci sembla se transformer en poison. Il avait la nausée, soit de la saleté de ce qu'il avait vu, soit de pitié pour Gabriel. Il regardait les dos de ses collègues qui ricanaient devant la vidéo et se sentait comme un traître. Mais surtout, il ressentait un devoir envers son ami. Maxime, ayant terminé la projection, rangea son téléphone d'un air satisfait. « Voilà les gars, le boulot tranquille. » Le groupe commença peu à peu à se disperser vers les voitures. Louis attendit que Maxime parte au dispatching s'enregistrer. Son cœur battait quelque part dans sa gorge. Il s'approcha de la voiture de Maxime, cette fameuse berline. La dashcam avec sa lumière rouge regardait toujours à travers le pare-brise. Louis jeta un coup d'œil autour de lui. Personne. Il sortit son téléphone, un vieux modèle mais qui fonctionnait. De doigts tremblants, il ouvrit l'application caméra. Il comprenait qu'il devait agir vite. S'installant à la place du conducteur, il trouva à tâtons les boutons de la dashcam, commença à faire défiler le menu. Il ne s'y connaissait pas bien en technologie, mais trouva la liste des fichiers. Le plus récent, au volume plus important que d'habitude. Il l'ouvrit. Sur l'écran de la dashcam défilait la même vidéo. Louis pointa la caméra de son téléphone vers l'écran et appuya sur enregistrement. Il filma le passage le plus explicite, où on voyait le visage d'Emma et où on entendait ses paroles. Il tremblait de dégoût, mais il comprenait que c'était nécessaire, que c'était une preuve. Sinon, Gabriel ne le croirait pas ou la croirait sur parole à elle, et elle s'en sortirait. Mais là, elle ne pourrait plus s'en sortir. Il termina l'enregistrement, sortit de la voiture. Ses mains étaient glacées. Il se retira dans le coin le plus reculé du garage, où ça sentait l'humidité et la rouille, et composa le numéro de Gabriel. Celui-ci répondit presque immédiatement. Sa voix était sourde, fatiguée. « Allô ? Gabriel, c'est Louis. » Louis parlait à voix basse, bien que personne ne soit autour. « Écoute, mon frère, il faut qu'on se voie d'urgence. » « Qu'est-ce qui se passe ?» Dans la voix de Gabriel perçait l'inquiétude. « Pas au téléphone. » Louis avala la boule dans sa gorge. « Viens chez toi, je passe. Ou je viens te chercher, tu verras. Tu comprendras tout par toi-même. » Il marqua une pause, ajoutant d'une voix plus ferme. « Et prépare-toi, mon frère. Les nouvelles sont mauvaises. » Il raccrocha, appuya son front contre le mur de béton froid. Il avait 50 ans et il se détestait à ce moment précis.
Il se détestait de devenir celui qui allait détruire la vie de son ami, mais se taire aurait été d'une trahison encore plus grande. Gabriel l'attendait devant l'immeuble. Il se tenait là, les mains enfoncées dans les poches de sa vieille veste, fumant. Son visage était gris, marqué par le manque de sommeil. Il se doutait. Il se doutait depuis l'instant où il avait vu Emma la nuit dernière. Mais se douter était une chose, savoir en était une toute autre. La vieille Peugeot de Louis arriva, tout encroûtée de sel. Gabriel monta silencieusement sur le siège passager. Dans l'habitacle flottait une odeur de tabac et de vieux bois. « Qu'est-ce qu'il y a, Lou » demanda Gabriel, regardant droit devant lui. Louis ne répondit pas. Il démarra la voiture, s'éloigna de l'immeuble, s'arrêta dans un endroit désert près d'une coopérative de garage, puis sortit son téléphone. Ses mains tremblaient toujours. « Regarde, mon frère. » Sa voix se brisa en un murmure rauque. « Mais ne deviens pas fou. C'est par hasard, mais au travail. » Il trouva l'enregistrement, appuya sur lecture et tendit le téléphone à Gabriel. Celui-ci prit l'appareil. Sur le petit écran, filmé par les mains tremblantes de Louis, l'image commença à défiler. D'abord des tremblements, puis un plan net. La banquette arrière d'une voiture, une femme, son visage, son corps, ses gémissements. Encore, la voix d'un homme, un rire. Gabriel regardait. Il ne cligna pas une seule fois des yeux. On aurait dit qu'il ne respirait même plus. Son visage était un masque de pierre sur lequel ne se reflétait aucune émotion. Seules ses pommettes ressortaient plus nettement, comme sous la peau, et ses paupières s'abaissèrent légèrement, voilant son regard. Il regarda jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'enregistrement s'interrompe. Puis il abaissa lentement la main avec le téléphone sur son genou. Le silence dans la voiture était sépulcral. On entendait le moteur qui cliquetait en refroidissant. C'est Emma. Sa propre voix lui sembla étrangère, venant de loin. Louis hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Gabriel leva les yeux. Il n'y avait en eux ni fureur, ni larmes, seulement le vide. Un vide glacé et sans fond. « Qui est-ce » demanda-t-il d'une voix égale. « Un chauffeur de taxi de notre garage. Maxime, un nouveau, » chuchota Louis. Gabriel hocha la tête. Il lui rendit le téléphone. « Efface, pour toi aussi. Et pas un mot à personne. » Sa voix était basse, mais elle contenait un tel acier que Louis tressaillit. « C'est une honte, Gabriel. Lou, pardon. Ce n'est pas toi le coupable, le coupa Gabriel. Merci de me l'avoir dit. » Louis essaya plusieurs fois de dire quelque chose, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Il voyait son ami assis là, les poings serrés si fort que les jointures avaient blanchi, fixant un poing par la fenêtre. C'était plus terrible que n'importe quelle crise d'hystérie. Gabriel sortit sans dire au revoir, sans se retourner. Il marchait lentement, comme sous un fardeau invisible, mais son dos restait toujours droit. Il entra en trombe dans l'appartement, la porte claqua avec un tel fracas que les verres tremblèrent dans le buffet. Emma était dans la cuisine, avalant des cachets contre la migraine. Elle se retourna, vit son visage, et tout en elle se glaça. Ce n'était pas simplement un visage en colère. C'était le visage d'un homme qui avait touché le fond absolu. Il ne dit rien, passa devant elle dans la chambre, commença à fouiller dans son armoire. Il ne choisissait pas. Il attrapait tout ce qui lui tombait sous la main, des pulls, une jupe, de la lingerie, qu'il froissait en boule. Il emporta cette brassée dans l'entrée et la jeta à ses pieds. « Fais tes bagages. Pars. » Emma resta pétrifiée. « Gabi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pris ton pied ?» Sa voix était basse, rauque de fureur contenue. « Tu as demandé au chauffeur de taxi de t'emmener au paradis. Tu voulais encore. » Son visage devint blanc comme du papier. Tout le brouillard de la gueule de bois s'évanouit d'un coup, ne laissant qu'une terreur glaciale. « Le chauffeur de taxi, quoi? Il m'a juste dépanné, raccompagné, rien de tel. » Elle balbutia, mais sa voix tremblait de façon traîtresse. Gabriel sortit son téléphone de sa poche. Il ouvrit une photo, une capture d'écran que Louis lui avait envoyée après leur rencontre. On y voyait distinctement son visage, son épaule nue, sa tête renversée. Il lui fourra l'écran sous les yeux,
Voilà ton rien de tel, en haute définition avec le son. Ton paradis sur la banquette arrière, ta gratitude diffusée à tout le garage de taxi. Je suis maintenant la risée de tous. Tu m'as couvert de honte définitivement. Emma regardait la capture d'écran, et ses lèvres bougeaient silencieusement. Ses mains se tendirent instinctivement vers le téléphone, comme si elle pouvait effacer l'image. Puis elle leva les yeux vers lui. Il y avait dedans une peur animale, de la honte et une supplication. « Gabi, j'étais bourrée. Je ne me souviens de rien. Je te jure, ce n'était pas moi. » Elle tomba à genoux directement au milieu des vêtements éparpillés. « Pardon, c'était un délire passager. Je suis devenue folle, pardon. » Il la regardait d'en haut, cette femme avec qui il avait vécu 20 ans, qui lui avait donné 2 fils, qui lui préparait des soupes et reprisait ses chaussettes. Et il ne ressentait rien, ni pitié, ni amour, ni même de la haine. Seulement un dégoût glacé, dévorant, pour elle, pour lui-même, pour toute cette vie qui en un instant s'était révélée être une imposture. « Ça suffit », la coupa-t-il, et dans sa voix on perçut de la fatigue. « Assez de mensonges. Lève-toi, tu as 15 minutes, fais tes bagages, appelle ton chauffeur de taxi, qu'il t'emmène dans ton paradis. » Il se retourna et partit au salon. Il s'assit dans le même fauteuil où il l'avait attendu la nuit précédente et fixa le mur. Il entendit derrière lui comment elle se releva du sol en sanglotant. Il entendait les tiroirs s'ouvrir et se fermer avec violence. Les cintres tintaient frénétiquement dans l'armoire comme des cloches funèbres. Il ne se retournait pas. Son menton s'était réduit à un point minuscule sur le papier peint défraîchi, là où un morceau s'était décollé, révélant le mur nu en dessous. Il pensait aux enfants. Que leur dire? Comment leur expliquer l'inexplicable? Comment continuer à vivre dans ce cauchemar? Mais ses pensées étaient comme plates, irréelles, sans vie, comme si elles concernaient quelqu'un d'autre, pas lui. Emma sortit de la chambre avec un grand sac de voyage qui traînait lourdement sur le sol. Elle portait un jean froissé et un pull informe, le visage ravagé, gonflé par les larmes, les yeux rouges et vides. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte, tremblante, regardant son dos immobile comme une statue de glace. « Gabi, » murmura-t-elle d'une voix brisée, à peine audible. « S'il te plaît, parlons, je t'en supplie. Laisse-moi t'expliquer. » « Le temps est écoulé, » dit-il d'une voix morte sans se retourner, fixant toujours ce point sur le mur. « Laisse les clés sur la console et va-t'en. »« Gabi, je ne peux pas partir comme ça. Les enfants, nous... » « Il n'y a plus de nous, » la coupa-t-il d'un ton glacial qui la fit reculer d'un pas. « Il n'y a plus rien. Les clés, maintenant. » Elle resta encore un instant pétrifiée, ses lèvres tremblant sans pouvoir former de mots, comprenant enfin que c'était inutile, que le pont était brûlé et que les cendres s'étaient déjà dispersées au vent, emportées à jamais. Ses mains tremblèrent quand elle posa le trousseau de clés sur la console de l'entrée. Le tintement aigu du métal contre le bois résonna comme un glas d'adieu, un coup de marteau final sur le cercueil de leur mariage. Puis le silence retomba, lourd, suffocant. « Adieu, Gabi », chuchota-t-elle dans un sanglot étouffé. Il ne répondit pas. La porte s'ouvrit puis se referma doucement, et il fut seul. Gabriel resta assis seul dans l'appartement vidé qui résonnait maintenant d'un silence assourdissant, où flottait encore le parfum entêtant d'Emma et l'odeur sucrée de la tarte aux pommes de la veille, ces vestiges d'une vie morte. Il resta assis ainsi pendant des heures interminables, jusqu'à ce que dehors l'obscurité soit totale et que les lumières de la ville scintillent comme des étoiles froides et indifférentes. Puis il se leva d'un mouvement brusque, prit son téléphone d'une main tremblante de rage contenue. En premier, il écrivit un message à la mère d'Emma, chez qui elle s'était sans doute réfugiée comme une enfant prise en faute. Il ne téléphona pas, ne voulant pas entendre de voix, ne voulant rien d'humain. Il se contenta de joindre la même capture d'écran maudite et écrivit avec une cruauté froide. « Voici votre fille chérie. Reprenez-la. Je n'en veux plus. » Il n'attendit pas de réponse. Il alla à la cuisine d'un pas lourd, trouva le dossier de documents rangé méticuleusement dans le tiroir. Certificat de mariage, passeport, documents de l'appartement, tout ce qui serait nécessaire pour détruire administrativement ce qui avait déjà été détruit émotionnellement. Le lendemain matin, les yeux cernés, n'ayant pas dormi de la nuit,
il déposa une demande de divorce au tribunal. L'employé derrière le guichet, une femme blasée qui devait voir défiler des centaines de vies brisées, lui tendit les formulaires sans lever les yeux. « Motif du divorce » demanda-t-elle mécaniquement. « Incompatibilité » répondit-il sèchement. « Consentement mutuel. » Signature ici, ici et ici. La procédure fut rapide, bureaucratique, dénuée de toute humanité. Quelques semaines plus tard, dans une salle d'audience froide et impersonnelle aux murs beige, la juge, une femme fatiguée à lunettes épaisses qui avait probablement elle-même divorcé, parcourut les papiers d'un œil distrait, posa quelques questions formelles d'une voix monocorde. « Monsieur Gabriel, confirmez-vous votre demande de divorce ?»« Je confirme. »« Madame Emma, êtes-vous d'accord avec les termes ?» Emma, assise de l'autre côté de la salle comme une condamnée attendant son verdict, tête baissée, les épaules affaissées, se contenta de hocher la tête faiblement. Elle paraissait avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines, les cheveux ternes, les traits creusés. « Répondez à voix haute, s'il vous plaît, » insista la juge avec lassitude. « Oui, oui, je suis d'accord, » murmura Emma d'une voix à peine audible, brisée. Lors du partage des biens, l'avocat de Gabriel, un homme sec aux cheveux grisonnants, insista avec véhémence sur son droit de garder les enfants, invoquant le comportement moral inacceptable de la mère, brandissant des documents parlant de préjudice psychologique. Mais quand Gabriel rencontra ses fils dans le petit appartement de sa mère, vit leurs visages perdus, leurs yeux rougis de larmes, leurs questions innocentes. « Papa, pourquoi maman pleure tout le temps? Pourquoi tu ne reviens pas ?» Il ne put pas. Son cœur se brisa en 1000 morceaux. Il s'agenouilla devant eux, les prit dans ses bras, sentant leur petit corps trembler contre le sien. « Mes garçons, murmura-t-il d'une voix étranglée, papa vous aime, plus que tout au monde. N'oubliez jamais ça. »« Mais pourquoi tu pars, papa ?» demanda le plus jeune, des larmes coulant sur ses joues. « Parfois les adultes doivent prendre des décisions difficiles. » « Mais ça ne change rien à l'amour que j'ai pour vous. Rien. Jamais. » Ils ne pouvaient pas les utiliser comme armes, comme monnaie d'échange dans cette guerre sordide. Ils aimaient leur mère, et aussi paradoxal, aussi déchirant que cela puisse paraître, ils ne voulaient pas qu'ils la haïssent, qu'ils grandissent avec cette haine empoisonnant leur âme, qu'elle reste avec eux. Qu'ils aient une mère, même imparfaite, même coupable. L'appartement fut vendu rapidement à un jeune couple souriant qui parlait déjà de repeindre les murs et de refaire la cuisine. Gabriel signa les papiers d'une main mécanique, regardant ces étrangers envahir ce qui avait été son foyer et ne ressentit rien. L'argent récolté fut divisé en 2 parts égales, froide transaction mathématique pour clore 20 ans de vie commune. Le jour où arriva la notification officielle de l'entrée en vigueur de la décision du tribunal, un simple papier administratif qui effaçait juridiquement 2 décennies, Gabriel prit sa moitié de l'argent, rassembla une valise usée avec ses maigres affaires personnelles, des photos jaunies des enfants, quelques livres écornés, des vêtements froissés, et partit sans se retourner. Il n'alla dire au revoir à personne, fantôme s'évaporant de sa propre vie, laissant seulement un SMS laconique à Louis. « Je pars en mission dans le Nord. Merci pour tout. Ne m'écris pas. S'il te plaît. » La mission était dans le Grand Nord, sur l'un des innombrables champs pétrolifères et gaziers perdus dans l'immensité glacée. Là où en hiver la température descendait en dessous de -50 degrés, où le vent hurlait comme une bête enragée voulant arracher de la terre tout ce qui vivait encore. Là où le travail était dur, brutal, monotone et dangereux, mais d'une clarté absolue. Là où il n'était pas nécessaire de penser, de ressentir, seulement de faire, d'obéir, de survivre. Des shifts interminables, de 12 heures par jour, 7 jours sur 7, dans un froid qui brûlait la peau, entouré d'hommes comme lui, brisés, écorchés vifs par la vie, qui fuyaient ici les dettes écrasantes, les femmes infidèles, les enfants perdus, eux-mêmes. Personne ne posait de questions, personne ne voulait savoir. C'était une communauté de fantômes. Gabriel plongea dans cette vie comme dans une eau glacée qui engourdit la douleur. Au début, c'était insupportable, un enfer de glace. Les pensées revenaient, impitoyables comme des démons, à cette vidéo maudite,
à son visage à elle, déformé par le plaisir avec un autre, à ses paroles obscènes, à son humiliation totale diffusée comme un spectacle pornographique. Il ne dormait presque pas, hanté par des cauchemars où il revoyait la scène en boucle, se réveillant en sueur malgré le froid. Mais la fatigue physique écrasante, le froid brutal qui pénétrait jusqu'aux os, la nécessité d'une concentration absolue pour ne pas mourir sur ce chantier infernal faisaient leur effet thérapeutique. Progressivement, semaine après semaine, mois après mois, la douleur s'émoussa. Elle ne disparut pas, ne guérit pas, simplement s'enfonça profondément à l'intérieur, se transformant en une pierre froide et dure logée dans sa poitrine, un poids constant qu'il apprit à porter. Il ne se fit pas de nouvelles connaissances, refusant toute proximité humaine. Il envoyait religieusement une partie de son salaire à sa mère pour qu'elle achète ce dont les enfants avaient besoin, vêtements, livres, jouets, et le leur apporte elle-même. Il correspondait avec eux par messages courts, demandait des nouvelles de l'école, des notes, de la santé, envoyait des émojis de cœur. Il ne demandait jamais rien sur elle. Son nom n'existait plus. Son objectif était devenu simple, obsessionnel. Gagner de l'argent, accumuler, économiser pour une nouvelle vie hypothétique, laquelle il ne le savait pas encore. Peut-être une petite maison isolée, quelque part dans un endroit tranquille, loin de tout. Peut-être simplement une existence sans souci dans la solitude absolue, ermite moderne. Mais c'était un objectif concret. Il donnait un point d'ancrage dans ce vide. Parfois la nuit, dans la baraque en tôle qui tremblait sous les assauts du vent, écoutant le concert des ronflements des voisiers et les hurlements terrifiants de la tempête dehors, il regardait le plafond bas et pensait. Non plus au passé qui le torturait, mais à l'étrange, cruelle ironie de la nature humaine. À comment une vie tranquille, prévisible, construite pierre par pierre pendant 20 ans, pouvait en un instant se réduire en poussière à cause d'une pulsion alcoolisée, d'un moment d'égarement de quelques minutes. À comment la mémoire numérique, froide et impitoyable, l'œil indifférent d'une dashcam, ce petit appareil à 100 €, pouvait capturer, figer et détruire à jamais le destin de plusieurs personnes. À comment la technologie moderne, censée nous protéger, pouvait devenir l'instrument de notre destruction. Et à comment même la vérité la plus terrible, la plus dévastatrice, finit tôt ou tard, avec le temps implacable, par devenir simplement une page dans le livre épais de la vie. Une page qu'on ne peut pas arracher, qu'on ne peut pas brûler, mais qu'on peut apprendre à tourner lentement, douloureusement, et continuer à avancer avec cette pierre froide logée pour toujours dans la poitrine. Mais vivre quand même, continuer, respirer. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue, pas d'échappatoire, et parce que quelque part, là-bas, dans un appartement qu'ils ne verraient plus jamais, dans une ville qu'ils avaient autrefois choisie ensemble, plein d'espoir, grandissaient ces fils, ces 2 garçons qui avaient besoin de savoir que leur père n'avait pas abandonné, qui se battaient encore, qu'il existait encore. Et pour eux, uniquement pour eux, cela valait la peine de continuer à avancer pas à pas, un pied devant l'autre, rejetant les pensées noires qui l'assaillaient, oubliant ou faisant semblant d'oublier tout ce cauchemar. En avant, toujours en avant, dans le désert blanc et impitoyable d'un nouveau jour qui se levait sur la toundra gelée, promesse fragile d'une possible renaissance.